Merci Michel, bonjour à tous. Quand j'ai accepté d'aider Jean-François à monter ce cycle de conférences sur animal, homme, la réconciliation, je ne sais pas si on était vraiment fâchés, mais enfin, disons les liens entre homme et animal, il m'a proposé de faire une première conférence sur les aspects infectieux, sur les aspects maladies, sur les aspects une seule santé. Bon, je me suis dit que ça allait parce que je connaissais un petit peu le sujet et que j'allais pouvoir vous en parler. C'est toujours plus agréable de parler d'un sujet qu'on connaît un petit peu, le sujet qu'on connaît moins bien. Alors, pour ouvrir un petit peu le débat, je voudrais rappeler que voilà, les maladies infectieuses ne sont pas mortes, contrairement à ce qu'on a cru dans les années 2000. On s'était dit qu'on avait vaincu les grandes maladies infectieuses. Ben, l'histoire récente nous prouve que c'est tout à fait faux. Si on prend l'histoire des maladies humaines, aujourd'hui on a 13 millions de morts pour ces maladies infectieuses humaines. Et il faut savoir que 23% des décès sont dans plus de 90% des pays en développement, donc ça touche surtout les pays du Sud, pays qui nous concernent, bien sûr. Ce sont des menaces qui peuvent paraître locales pour un certain nombre de ces maladies, mais qui ont des conséquences planétaires. Il y a des mots des gros mots entre guillemets que je vais évoquer, des noms de maladies, mais qui vous disent quelque chose. Ebola, ça vous dit forcément quelque chose. Zika, ça vous dit peut-être moins de choses, mais c'est quelque chose d'important aussi. SRAS, tuberculose multirésistance, il y a toute une série comme ça de nouveaux gros mots qui apparaissent. Non pas chaque année, mais presque chaque année dans le paysage et qui font peser une menace. Alors nous, on va parler d'un certain type de maladie infectieuse, on va parler de ce qu'on appelle, dans le langage vétérinaire, les zoonoses, c'est-à-dire en fait des maladies qui sont transmises habituellement, j'insiste sur le mot habituel, entre animal et homme. Et c'est des maladies qu'il faut évidemment distinguer des maladies communes aux hommes et aux animaux. Alors, une maladie que vous connaissez sûrement, parce que vous êtes vacciné contre cette maladie, c'est le tétanos. Le tétanos, ce n'est pas une maladie qui se transmet entre l'homme et l'animal, c'est une maladie où il y a un réservoir dans le sol et voilà, les animaux peuvent se contaminer, les hommes se contaminent et puis ils ne se contaminent pas l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça c'est important. Et puis deuxième distinction qui me paraît importante aussi à faire, c'est qu'il faut distinguer ces maladies, des maladies qui ont une origine animale au départ. Alors l'exemple qu'on donne habituellement c'est le sida. Vous savez comme moi que l'origine du sida, c'est les grands singes en fait. Et puis il y a eu ce qu'on appelle un franchissement de la barrière d'espèce, c'est-à-dire que cette maladie, elle est passée à l'homme. Et depuis, c'est une maladie sexuellement transmissible chez l'homme, mais la plupart des cas de sida ne se contaminent pas auprès des grands singes, vous en conviendrez. Donc ce n'est pas une zoonose. Et il y a des maladies, vous en verrez, on verra peut-être si on en parle dans la discussion, parce que je ne vais pas toutes vous les présenter, mais qui à un moment donné ont une origine zoonotique au départ, et puis après ça devient une maladie très importante chez l'homme, etc. Et les cas d'Ebola, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'à l'origine il y a toujours un cas de transmission entre là aussi des contaminations à travers des viandes de brousse, puis après cette maladie elle se transmet chez les hommes, parmi les hommes, et ça fait une catastrophe. J'y reviendrai dans un instant parce que je vais vous en parler un petit peu. Alors le deuxième point dont je vais fixer un peu les bases aussi, c'est le concept d'émergence. Un truc qui est très très à la mode, l'émergence. Tout le monde en parle. Alors, tout le monde, ça c'est une photo que j'ai prise à la Cité des Sciences. Il y avait il y a 2-3 ans une exposition sur les maladies émergentes. Ça c'est vraiment un grand truc. Bien sûr, on parle d'émergence, on parle de réémergence. Il y a des tas de définitions. Il y a des définitions, j'allais dire, médiatiques. Qu'est-ce que c'est qu'une émergence? L'émergence médiatique, ça ne vous échappera pas, c'est un truc dont on parle de plus en plus. Et puis, mais ce n'est pas forcément une vraie émergence au sens biologique du terme. Donc moi, je vais vous parler plus des vraies émergences, des choses qui apparaissent vraiment. Et juste un mot sur les émergences médiatiques pour les balayer d'un revers de main, on n'en parlera plus. Finalement, vous savez comme moi que l'incertitude est perçue comme un risque. On sait que fumer tue, c'est marqué d'ailleurs sur les paquets de cigarettes, ça n'empêche pas quand même un certain nombre de gens de continuer à fumer. Par contre, si on commence à s'inquiéter autour de... je ne vais pas prendre d'exemple parce que ça pourrait choquer les uns ou les autres, mais disons de choses qui sont beaucoup plus potentielles, on peut commencer à fantasmer et donc on a peur. Et la certitude étant perçue comme un risque,
finalement, ça génère de la peur et ça génère du buzz, entre guillemets. Alors moi, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler des vrais risques, ceux où on est sûr, hein, où il y a derrière des gens et des animaux qui meurent et qui sont malades. Voilà. Donc en fait, la définition de l'émergence, c'est le nombre de nouveaux cas, ça s'appelle en termes épidémiologiques l'incidence, peu importe ce terme, en tout cas c'est le nombre de nouveaux cas qui augmente voilà, rapidement. La réémergence, ça veut dire que ça augmente ou ça réaugmente. Donc évidemment, ça suppose de préciser à quel moment on parle, sur quel territoire on est. On peut raisonner au niveau de la planète, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut être capable de compter tous les cas et de savoir combien il y en avait avant. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi évident que ça. Et ça nécessite ce qu'on appelle une référence antérieure. Je vais revenir à ça, parce que finalement, il faut qu'on compare à quelque chose. Et je vais revenir à ça sur les ébauches de solutions que je proposerais pour lutter contre ces émergences de maladies en provenance des animaux. Alors, dernier petit point médiatique, ça c'est un article du Monde qui date un petit peu, mais qui dit quelque chose que je trouve assez vrai, à savoir, je vous le lis si c'est un peu loin pour vous, les flambées épizootiques sont davantage médiatisées, elles ne sont pas plus nombreuses, mais leur nature a changé, les épisodes infectieux concernent de plus en plus d'espèces, le risque de franchissement de la barrière entre l'animal et l'homme s'est accru. Alors c'est un petit peu de ça dont on va parler ce soir, autour d'une seule santé en fait. Alors ça c'est pour vous montrer que les maladies émergentes, on en parle et on écrit des tas de choses dessus. C'est juste 2 livres qui sont sortis récemment là-dessus. Il y a des tas de choses sur ces maladies émergentes. Alors moi je vais essayer de vous présenter 3 points dans cet exposé, puis après on essaiera de discuter. D'abord je vais vous présenter quelques exemples un petit peu en détail d'émergences récentes pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il y a quelque chose qui arrive, quoi. Et puis après, on parlera des facteurs de risque de développement de ces maladies au plan mondial, pourquoi elles se développent comme ça. Et enfin, à la demande expresse de notre responsable de la vie associative, j'ai proposé aussi, je me suis mouillée pour qu'on vous ait aussi quelques ébauches de solutions qui seront tout à fait discutables et à discuter. Alors ne vous effrayez pas, il y a 4 exemples, mais je vais détailler un peu les 2 premiers, puis j'irai beaucoup plus vite sur les 2 derniers, parce que vous allez voir, c'est juste pour illustrer les catégories. Vous savez, je suis enseignante, alors on fait 1, 2, 3, puis un petit 1, petit 2. J'ai tendance à essayer de faire des plans un peu structurés, et donc vous allez voir que ça illustre différents concepts de l'émergence et de pourquoi les maladies émergent. C'est surtout là-dessus que je vais vous les présenter. Toutes ces maladies sont des zoonoses, et on va commencer par la première, qui a un nom un peu bizarre, qui s'appelle le MERS-CoV. Vous voyez, c'est un nom vraiment un peu accouché dehors. Mais ça, c'est vraiment une émergence récente qui est vraiment intéressante. Vous voyez que sur ce transparent, il y a un dromadaire et une personne, parce que c'est au cœur de notre problématique. Alors, c'est arrivé, enfin, on a vu cette nouvelle épidémie en 2012. C'était bien une épidémie, c'était bien chez l'homme. Et en avril 2012, il y a un patient de 25 ans, détresse respiratoire aiguë, qui malheureusement est décédé après avoir contaminé d'ailleurs un certain nombre de gens. Et puis, ça c'est en mars en fait, on a eu d'autres cas qui sont apparus, mais qu'on a découvert un petit peu après, en Arabie Saoudite et en Jordanie. Et on a donc pu mettre en relation un petit peu ces cas-là un peu tardivement. Donc évidemment, on a fait des recherches sur ces personnes et on a isolé un nouveau virus, de la famille des coronavirus, c'est pour ça qu'il s'appelle MERS-CoV, coronavirus, c'est ça que ça veut dire, peu importe son nom et peu importe son agent pathogène, sachez simplement que c'est un virus, et donc comme c'est un virus, on n'a pas d'outils pour lutter contre, en dehors éventuellement d'une vaccination, mais évidemment on n'a pas de vaccination parce que c'est un nouveau virus qui arrive. Donc inquiétude justifiée parce qu'entre 2012 et 2014, voilà la courbe épidémique de la maladie. Ce que vous voyez là, c'est les cas. Alors vous voyez, au début, ça démarre tout doucement, et puis brutalement, il y a une explosion des cas, etc., avec des événements assez marquants qui sont notés par des fêtes religieuses, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il se passe quelque chose, indépendamment des aspects religieux des choses, mais il y a surtout des gens qui se réunissent et qui peuvent échanger, notamment des virus. Voilà. Avec une explosion de cas en 2014, où il y a vraiment une très grosse inquiétude. Alors, évidemment, tous les chercheurs se sont mis à essayer de comprendre ce que c'était que ce nouveau coronavirus qu'on ne connaissait pas chez l'homme. Et on a commencé à regarder ce qui se passait chez les animaux. Et donc, il y a eu plusieurs hypothèses. Et aujourd'hui, on n'a pas totalement fini de trancher sur la transmission et de d'où vient ce coronavirus.
énigme de la source d'affection humaine. Vous voyez, argument en faveur d'une source zoonotique et d'un réservoir chiroptère. Chiroptère, c'est les chauves-souris. Ces chauves-souris qui ne nous ressemblent pas physiquement, en fait, elles partagent pas mal d'agents pathogènes avec pas mal de monde, et notamment avec nous. Et je vois François Moutou qui sourit de ça, qui aime particulièrement ces animaux-là et qui pourrait nous en dire beaucoup plus que je n'en connais sur ces chiroptères, ces fameux chiroptères. Mais sachez simplement qu'elles hébergent toute une série d'agents pathogènes, très très pathogènes pour nous, en fait, ces petites bêtes. Et donc, alors, ça c'est juste un transparent qui vous montre finalement la proximité avec le virus des chauves-souris, hein, voilà. Et puis notre mère coronavirus, il est où? Il est ici, je crois. Je ne le vois plus. Il est là, c'est ça. Et puis il y a un autre virus qui a émergé peu de temps auparavant également, qui a fait pas mal de dégâts également, qui s'appelle le SRAS, syndrome respiratoire aigu et subaigu, et qui a également fait de la mortalité. Voilà. Donc c'était bien, on a bien trouvé les mêmes virus chez l'homme et chez l'animal. Donc on s'est dit, il y a quelque chose. Alors après, à l'Aïd ou à des fêtes religieuses, il n'y a pas forcément une agglutination de chauves-souris là où il y a des gens. Donc on s'est dit, dans ces pays-là, pourquoi à ces moments-là, il y a une augmentation du nombre de cas. Et en y regardant de plus près, on s'est mis à regarder également des dromadaires, et on s'est mis à incriminer les dromadaires parce qu'on a retrouvé le virus chez ces animaux-là. Donc on s'est dit qu'il devait y avoir un passage, une circulation entre les chauves-souris et les dromadaires, et que eux, les dromadaires, ils sont très proches des gens dans les pays décrits, hein, les pays d'Arabie Saoudite, les pays de Jordanie, etc., où cette épidémie a émergé. Voilà, donc aujourd'hui, on ne sait pas tout sur ce virus, simplement on sait que il y a une transmission interhumaine, c'est-à-dire qu'une fois que l'homme a attrapé ce virus et qu'il est très malade, syndrome respiratoire aigu, etc., il transmet ça à ses petits camarades, mais on pense que le schéma épidémiologique est à peu près celui-là, donc là, voilà, les chauves-souris, vous voyez, qui sont qu'on a dessiné comme étant dans des palmiers, parce que c'est quand même dans ce pays-là que ça a émergé. Des dromadaires en dessous, alors est-ce qu'ils mangent les chauves-souris? Non. Est-ce qu'ils mangent les palmes de dromadaires? Probablement. Contamination par quelle voie? On n'en sait rien. Fécale, on ne sait pas bien. Et puis, possiblement passage à des singes, on ne sait pas non plus. Vous voyez, tous les points d'interrogation. Et en tout cas, c'est bien sans doute le dromadaire qui transmet ça. Alors. Vous voyez, pour une maladie très récente, on ne sait pas tout du tout là-dessus. Hein, mais voilà. Simplement... savoir que c'est une maladie qui est en grande extension géographique. Alors ça, c'est un transparent qui est très important, c'est qu'effectivement, tout a commencé ici, je ne vais pas me déplacer parce qu'après c'est compliqué pour le film, mais tout a commencé, vous voyez, en Arabie Saoudite, et puis ce que vous voyez, c'est les flèches. C'est quoi les flèches? Ben, c'est des avions qui se baladent avec des gens, qui transportent la maladie dans votre pays. Et je vais revenir sur ce facteur-là, parce que c'est un facteur absolument fondamental dans la diffusion et l'émergence de maladies, en fait. Voilà. Voilà, le 5 juin 2015, on avait déjà 1200 cas confirmés, 500 morts, ben, c'est pas tout à fait rien quand même. Quels sont les facteurs d'émergence de ce virus? Comme je l'ai dit, vous allez voir ce type de transparent un certain nombre de fois, parce que je reviendrai là-dessus. Premièrement, une adaptation du pathogène, c'est-à-dire qu'effectivement ce coronavirus il s'est adapté à l'homme. Pourquoi, comment, on ne sait pas très bien aujourd'hui. Autant pour une maladie qui lui est proche, qui s'appelle le syndrome respiratoire aigu dont je vous ai parlé tout à l'heure, on sait qu'il y a une délétion qui s'est produite quand il est passé chez l'homme et ce qui l'a rendu très méchant chez l'homme et ce qui l'a permis de se transmettre. Autant là, les choses sont un petit peu moins bien connues sur le MERS corona. Il y a eu des recombinations, des mutations probables pour s'adapter à l'homme, probablement. Et puis, le deuxième facteur, c'est bien la promiscuité homme-animal qui a permis ce passage de virus avec une relation très étroite dans des conditions de vie particulières où les gens effectivement ont pu récupérer ces virus-là. Enfin, le dernier point, c'est le point d'extension mondiale. Ça aurait pu rester quelque chose de local. Et finalement, l'extension mondiale, elle est liée à la circulation des voyageurs, à la mondialisation de la circulation humaine. Je reviendrai sur ces éléments-là. Ça, c'était le premier pour vous mettre en bouche. Je vais vous parler maintenant d'un deuxième virus que vous connaissez forcément mieux parce qu'il a été tellement médiatisé. Vous le connaissez bien, il s'appelle Ebola. Il a fait des ravages dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et ce que vous voyez comme photo là, c'est des viandes de brousse, et je vais revenir sur ces viandes de brousse. Alors Ebola, c'est quoi? C'est d'abord un truc qui fait très peur, le virus de la peur, ça c'est Libération. Ça c'est, je ne sais plus quel...
c'est marqué en haut, c'est encore Libé, voilà, qui montre bien à quel point, en Occident, parce que Libération, c'est pas un journal mondial, c'est quand même un journal français, hein, on a eu peur, nous aussi, et on a toujours un peu peur de ce virus. C'est un virus qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, famille de Filoviridae, peu importe. Il a été identifié pour la première fois en Afrique, au Soudan, en 1976. Donc il est un peu plus vieux que le MERS corona, mais c'était un virus qui n'avait pas tellement fait parler de lui jusqu'ici, par petits bouts, en Afrique. Voilà, et il avait été identifié en République populaire du Congo. Juste un mot sur la maladie humaine qui est terrifiante, hein, quand même. C'est une maladie avec une incubation qui est moyenne de longueur, 2 semaines. Et puis il y a un début assez brutal, de la fièvre, des céphalées, des douleurs musculaires. Tout ça, c'est pas très spécifique. Et puis, brutalement, les gens se mettent à excréter le virus par toutes les voies, si je puis dire. Ils ont des vomissements, ils ont des diarrhées. Alors le délire, ça ne leur fait pas excréter le virus. Et puis ils meurent de manière très importante entre, vous voyez, les chiffres officiels de ce qu'on appelle la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur les gens malades. Comme c'est un virus, on ne peut pas soigner, hein, on peut juste essayer d'apporter des soins palliatifs, entre guillemets. Ça peut aller jusqu'à 90% de mortalité, ce qui est absolument terrible, bien sûr. Et évidemment, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin parce que pour l'instant, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas beaucoup. Ça, c'est juste pour vous mettre en bouche sur l'Ebola et des choses qui sont assez terrifiantes quand même. Un mot sur le cycle épidémiologique qui, lui, est maintenant connu parce que 76, les chercheurs ont quand même travaillé. On en sait un peu plus. Voilà, c'est un virus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois qu'on parle de virus, il y a 2 types de virus. Il y a des virus qui possèdent un acide nucléique ADN, classique, si je puis dire, de bons gros vieux virus, qui sont assez stables dans le fond. Puis on a des virus, souvent plus petits, pas toujours d'ailleurs, qui comportent qu'un acide aminé, c'est-à-dire l'ARN, et qui, eux, pour pouvoir se reproduire, ils sont obligés de parasiter des cellules. Les autres aussi, ils parasitent des cellules parce qu'ils n'ont qu'un... Vous savez peut-être que pour qu'un agent pathogène se reproduise, il faut qu'il puisse avoir à la fois un ADN et un ARN. Donc quand ils n'en ont qu'un des deux, ils vont piocher l'autre dans la cellule d'à côté. Le problème de ceux qui ont un ARN, c'est qu'il faut qu'ils fabriquent un ADN. Ils le fabriquent à partir de leur ARN, et pour ça, ils font des espèces de copies, et là-dedans, il y a beaucoup de faux, quoi. Enfin, pas des faussaires, hein, mais des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, elles sont létales pour beaucoup de virus, ça les tue, mais pour un certain nombre d'entre elles, ces erreurs sont adaptatives, et leur permettent de s'adapter. Et en tout cas, ces virus sont ont une grande variabilité, ils bougent beaucoup, et là-dedans, il y en a un certain nombre qui s'adaptent à l'espèce humaine. Voilà. Et ça, c'est un truc très important pour ces virus ARN qui nous font évidemment peur. Alors, le cycle épidémiologique, vous avez remarqué, hein, j'ai dessiné là aussi des chauves-souris. François, est-ce que c'est bien une roussette qui est là? Tu veux nous montrer? C'est la bonne. Voilà. Donc, c'est pareil, un cycle épidémiologique avec probablement un réservoir, enfin même, on est presque sûr, chez ces chiroptères. Je ne veux pas les montrer du doigt hein, particulièrement, mais ils sont quand même un peu à risque, il faut bien le dire. Et puis au milieu de ça, découverte plus récente, le passage chez les grands singes, qui doivent probablement manger soit des fruits contaminés par ces roussettes, soit des roussettes même toutes seules, pourquoi pas, et qui se contaminent et qui transmettent ça à l'homme. Alors la transmission, elle ne se fait pas parce qu'on a des contacts avec les grands singes, parce que les gens n'ont pas des contacts comme ça avec les grands singes, elle se fait parce qu'en fait ils mangent des viandes de brousse, et dans les viandes de brousse, il y a des singes. Des petits, des grands et des moyens. Voilà. Et ça fait un premier cas chez l'homme, qui, comme vous l'avez vu, meurt assez rapidement, mais avant qu'il meure, il a le temps, il est très contagieux, l'homme est très contagieux, et il a le temps de contaminer les autres, et après ça fait une véritable épidémie humaine, indépendamment du réservoir initial animal. C'est bien l'animal qui initie psy, mais après ça tombe tout seul, avec une fièvre hémorragique dont je vous ai parlé, et il y a un acide. Voilà, donc je rappelle qu'en 2014, en Afrique de l'Ouest, il y a eu plus de 4000 cas, avec 50% plus de 8000 cas, avec donc à peu près 4000 morts. Donc c'est quand même une très très grosse épidémie. Voilà, c'était une zoonose très grave, et effectivement l'Afrique de l'Ouest a payé un lourd tribut à cette maladie. Alors, il n'y a pas de traitement, donc c'est important de faire de la prévention. Voilà ce qu'on voyait partout en Afrique. La transmission d'homme à homme est terrible hein, parce que les hommes et les femmes qui sont infectés sont extrêmement contaminants. Donc ils contaminent, et ils vont contaminer d'abord qui? Les soignants. Et donc on a une très grosse mortalité parmi les soignants locaux, qui était une véritable catastrophe, jusqu'au moment où les gens ont compris qu'il fallait absolument prendre des mesures de biosécurité, et l'épidémie a pu être un peu enrayée comme ça. Voilà les foyers d'Ebola, vous voyez, entre 78 et 2000. Il y en avait hein, un peu en Afrique.
Mais il n'y a pas eu une épidémie aussi importante que celle qu'on a vue en 2014, 15, je ne sais plus quelle année, 16, 14, 15, après. L'épidémie de 2014, voilà, a commencé donc le 21 mars 2014, premier cas en Afrique de l'Ouest, en Guinée, et puis très rapidement ça s'est étendu en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, puis au Nigeria, au Congo. Voilà, fin septembre, 5300 cas, 2600 décès, et puis ça a continué. Et surtout, évidemment, malgré les précautions, ça a un petit peu diffusé. Bon, il y a eu des très grandes précautions qui ont été prises, mais par exemple, nous, on a une infirmière de Médecins sans frontières qui a été rapatriée et qui est morte en France de cette maladie. Donc, qu'elle avait contracté évidemment là-bas. Toujours des viandes de brousse. La diffusion en Afrique, alors cette diffusion c'est pareil, elle ne s'est pas faite avec la viande de brousse, hein, elle s'est faite par les individus qui ont circulé à l'intérieur de l'Afrique, évidemment, avec un début en Guinée, vous l'avez vu, et puis vous voyez une augmentation du nombre de cas en bas. On aime bien nous les épidémiologistes ces courbes qui nous montrent qu'on est dans une épidémie, etc. Voilà. 18 octobre, 9683 malades. Au 18 octobre 2014, 4800 morts. Vous voyez, c'est plus encore que ce que je vous disais. Quelque chose de tout à fait considérable, avec des professionnels de santé, 232 professionnels de santé qui ont payé de leur vie l'aide aux populations locales. Voilà la courbe épidémique en Guinée. Enfin, c'est pour vous montrer que c'est une forme d'épidémie, on peut passer là-dessus. Alors ça, c'est un point encore important, c'est un peu le même dessin que vous avez vu tout à l'heure, avec pas les mêmes avions, avec pas les mêmes endroits, mais vous voyez également que ça a essaimé, qu'il y a eu des cas dans différents pays. Donc la France, je ne vous ai pas été infirmière, mais il y a eu des cas en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, parce que les gens, ils prennent l'avion en incubation, personne ne le sait, et ils vont faire leur maladie dans un autre pays. Et c'est pas facile de contrôler ça. Et ça, c'est pour juste vous montrer les précautions qu'il faut prendre quand on est avec des malades pour éviter de se faire contaminer. Quels sont les facteurs d'émergence de cette maladie, si on les résume? C'est mon deuxième exemple. C'est d'une part des pratiques humaines assez marginales, parce que la consommation de viande de brousse, c'est pas quelque chose d'extrêmement répandu en Afrique. Donc, consommation de viande de brousse. Deuxième point, important aussi, qui est un point sociétal, qui est vraiment important à dire, il y a une très grosse méfiance par rapport aux préconisations médicales. Il faut reconnaître que quand les gens de l'OMS ou de France, hein, parce qu'on a eu des gens, des collègues de l'IVS, de Santé publique France qui sont partis là-bas, quand ils débarquent en scaphandre au milieu de gens qui sont à veiller leurs morts, etc., ça pose un problème quand même. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple de leur expliquer ça, avec des problèmes culturels de fond. Ça, c'était mon deuxième exemple. Mon troisième exemple, vous le connaissez, donc je vais aller très vite dessus, mais c'est un exemple quand même très emblématique aussi et qui illustre encore un autre élément de la transmission à l'autre. C'est l'ESB, la fameuse vache folle dont vous avez tous entendu parler, hein, dont on connaît maintenant très bien le cycle épidémiologique. Je vous rappelle que cette maladie, elle n'est pas liée à un virus, elle n'est pas liée à une bactérie, elle est liée à une protéine qui s'appelle un prion et qui entraîne, quand elle est modifiée, cette protéine, elle entraîne la modification des autres protéines. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que ça fait des trous dans le cerveau et donc ça finit par tuer les gens assez vite, enfin, en particulier les vaches. Donc les vaches en meurent, très bien. Malheureusement, c'est transmissible à l'homme et les gens en meurent aussi. Et donc ce prion, il a comme caractéristique, c'est que cette protéine, normalement une protéine, vous savez, vous chauffez à 80 degrés, elle se coagule par le plus. Il se trouve que cette protéine, elle est extrêmement résistante à la température et à la pression, puisqu'elle résiste à 140 degrés, à des niveaux de pression, je ne vais pas vous dire, ça n'a pas d'importance, mais elle est très résistante quand elle est modifiée, quand elle devient un engrais. Alors c'est important ce que je vous raconte, parce que le cycle, finalement, c'est celui-là. Une vache, c'est une maladie qui se transmet par voie alimentaire. Donc, comment on transmet ça? C'est une vache qui mange de la vache morte, entre guillemets, sous forme de viande, de farine de viande douce. Alors, on nous a dit, on a rendu les vaches carnivores, enfin, on a tout vu dans la presse là-dessus, c'est ridicule. Les vaches, elles ont besoin de protéines, c'est pas complètement invraisemblable, elles ont besoin de protéines animales pour vivre. D'ailleurs, une vache, comme beaucoup de ruminants, elle va manger son placenta quand un veau, quand un jeune naît, parce qu'elle a besoin de ces protéines d'origine animale. Donc, elle mange les protéines animales. Donc en élevage, on leur en a apporté sous forme de viande de farineose. Le seul petit truc qu'on n'avait pas bien fait, c'est qu'effectivement, ces viandes de farineose, je reviendrai là-dessus, elles ont été, à une époque, elles arrivaient à détruire le prion, et elles ont été modifiées dans leur fabrication, et elles détruisent le prion. Donc ça a amplifié le phénomène de manière assez importante.
Alors ces vaches, elles peuvent aller à l'abattoir, bien évidemment, et à l'abattoir, si l'homme consomme notamment de son système nerveux, eh bien, il peut se contaminer, il fait une zoonose mortelle, qui est heureusement très rare, qui a été heureusement très rare, mais qui est quand même assez violente, puisque c'est une démence sénile. Et quand vous avez quelqu'un qui a 30 ans qui meurt de démence sénile, c'est quand même pas tout à fait normal. Voilà. Alors, cette maladie, elle est émergée très tôt en Grande-Bretagne. Je ne vais pas être très sympathique avec nos amis britanniques sur cette affaire, mais ils n'ont pas été très cool avec toute l'Europe. Puisqu'eux, ils ont eu des cas très tôt, et donc ils ont arrêté de donner des viandes de farine et d'os à leurs animaux à eux. Farine de viande et d'os qu'ils ont quand même exporté dans l'Union européenne pendant quand même un certain temps après. Bon, donc ça a exporté la maladie aussi de manière assez intéressante. Voilà, nous on a identifié en 91 en France, et bien sûr aujourd'hui, elle a été reconnue zoonose en 96, et aujourd'hui elle est totalement en cours d'extinction. Le dernier cas est eu il y a 12 ans, et c'était vraiment un cas entre guillemets erratique. Il y a eu une assez belle épidémie, là aussi, vous voyez les courbes que je ne vais pas commenter. Sachez qu'au Royaume-Uni, entre 88 et 2007, il y a eu un nombre de cas de l'ordre de 200 000. Il y a eu 200 000 vaches qui ont eu cette maladie. Et puis, in fine, il y a quand même eu des gens contaminés. Enfin, il y a eu sans doute pas mal de gens contaminés, mais il y a eu un certain nombre de gens qui ont été malades et qui sont morts de cette maladie. Il y en a eu un peu moins de 200. Moi, c'est quelque chose qui a fait extrêmement peur, parce que le délai d'attente entre le moment où vous consommiez la viande et le moment où vous étiez malade était de l'ordre de 5-7 ans. Donc on a fait des projections en disant que tout le monde va mourir, tout le monde en va manger. Donc en fait, ce n'est pas le cas, c'est une bonne nouvelle. Mais c'était quand même assez inquiétant. Alors, bon, ça c'est la situation, vous voyez que c'est essentiellement les pays développés qui ont eu cette maladie. En rouge, vous avez les maladies qui ont été impactées par cette maladie. Parce qu'en fait, c'est une technique quand même très industrielle et moderne de donner des farines de viande et d'os à des animaux. C'est pas un truc naturel, elles ne se précipitent pas pour se manger entre elles, les vaches quand elles sont mortes. Quels sont les facteurs d'émergence? Le premier facteur d'émergence, c'est bien sûr l'utilisation des farines de viande et d'os dans l'alimentation des ruminants. Avant, on ne faisait pas ça. Avant, on ne donnait pas de protéines, on en donnait d'autres. Dans les pays en développement, d'ailleurs, ils n'ont pas fait comme nous, et ça leur a été plutôt profitable de ce point de vue-là. Le deuxième point, qui a été fondamental, c'est la modification dans la fabrication des farines. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a modifié ses modalités de fabrication et ils ont moins chauffé et moins pressé. Et donc le prion qui était détruit avant par la fabrication ne l'a plus été. Et la distribution des farines, alors le prion est très infectieux, il faut très peu de doses pour contaminer un animal. Et donc la diffusion des farines de viande et d'os totalement généralisée dans les élevages, notamment laitiers, ça a diffusé la maladie incroyablement, 200 000 cas. Modification des solvants d'extraction, voilà. Et puis, il y a des facteurs qui sont liés à l'agent pathogène, et je reviendrai sur ces facteurs parce que c'est un truc important. Il y a des délais d'incubation très longs, il y a une infectiosité extrême, je viens de le dire, et plus vous avez une maladie qui a un délai d'incubation long, plus c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui la provoque, bien évidemment. Donc on a un petit peu pédalé au début sans bien savoir ce qui se passait. L'élément fondamental étant quand même la modification des farines qui a quand même créé ce problème. Dernier exemple, j'irai encore plus vite, mais c'est aussi un exemple intéressant parce que c'est encore un autre problème. C'est le problème des maladies à transmission vectorielle. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'elles sont en développement, ces maladies, compte tenu du réchauffement climatique dont vous avez déjà, je crois, entendu parler. Alors, c'est quoi le West Nile? C'est une maladie des oiseaux à l'origine, des oiseaux entre eux. Ils se transmettent un virus, c'est un clavivirus, peu importe, et ils ne se transmettent pas par voie directe, ils se transmettent par un petit moustique, un culex, ou un aïdes, enfin, peu importe, un moustique, qui pique les oiseaux entre eux. Bon, donc tout ça va bien. Le problème, c'est que de temps en temps, les moustiques, ils ont envie de changer de garde-manger, et donc ils peuvent passer sur des chevaux ou sur l'homme, et à ce moment-là, ça peut créer des cas importants. L'homme, comme le cheval, ne sont pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas la capacité de retransmettre la maladie, parce que sans doute le virus n'est pas assez présent dans leur sang, c'est un virus qui circule dans le sang des animaux, hein. Pour que les moustiques le récupèrent, il faut qu'il soit dans le sang. Donc ils le récupèrent, ils le multiplient et hop, ils le réinjectent au repas suivant, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Et donc l'homme et le cheval, peut-être ils ont ce qu'on appelle une virémie, c'est-à-dire un nombre de virus dans le sang qui n'est pas suffisamment important, mais à partir d'eux, ils peuvent se faire piquer par des moustiques, ça ne change rien. Alors on se dit que c'est une petite maladie qui se fait par des moustiques, ça ne doit pas aller vite. Eh bien, c'est pas vrai. Je vais vous montrer juste ce transparent pour que vous voyez qu'en 99, il n'y avait pas de West Nile aux États-Unis. C'est arrivé, les premiers cas ont eu lieu autour de New York,
en 99. Et puis alors, les Américains très efficaces, ils ont mis du DTT partout, ils ont fait les grosses manœuvres américaines, comme ils savent faire. Et vous voyez que ça n'a absolument pas ralenti le virus, parce que vous voyez qu'en l'espace de 7 ans, il avait traversé tous les États-Unis, quoi qu'aient pu faire les Américains, avec quand même 28 000 cas humains et 1100 morts. Bon, ils sont plus nombreux que nous, hein, mais enfin, ça reste quand même des chiffres importants. 57 000 oiseaux, parce qu'il y en a qui meurent aussi dans les oiseaux, et puis 24 000 cas d'échevaux, etc. Alors, le West Nile, ça s'est passé, c'est derrière, sauf que vous voyez, c'est en train de s'implanter en Europe, avec le réchauffement climatique, alors qu'on avait des épisodes de temps en temps qui venaient d'Afrique. Maintenant, on a des zones en Europe de l'Est où le virus s'est parfaitement bien implanté, et puis plus récemment, plus précisément, 2018, vous voyez, ça c'est l'Italie. Donc c'est quand même pas loin, quoi, hein, c'est presque chez nous. Et bien sûr, il y a des cas, et il y a des cas en ce moment en France, et on sent que le West Nile est en train de remonter et de créer un problème. Peu importe la maladie chez l'homme, souvent ça ne fait rien, mais ça peut faire aussi une méningite. Une méningite, c'est embêtant. Une encéphalite, c'est encore plus embêtant. Il y a même de la mortalité derrière ça. C'est un virus. On n'a pas non plus de vaccin pour l'homme, facilement disponible. On en a pour les chevaux. Ça a l'air plus important que l'homme, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, il y a des vaccins pour les chevaux. Et en tout cas, c'est une maladie qui peut être grave chez l'homme, bien sûr. Alors, les facteurs, c'est simple. Hein. C'était simple. On avait tout ce qu'il fallait comme facteur d'émergence, c'est-à-dire des chevaux, des oiseaux, la Camargue, vous voyez, plein de chevaux, plein d'oiseaux. Et puis on avait des culex, on avait des oiseaux, et il a fallu juste introduire le virus qu'on a fait une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis maintenant, pratiquement, il est pas encore en France implanté, mais il est implanté dans des régions d'Europe, et donc il va être introduit beaucoup plus facilement. Voilà. Ça, c'était mes 4 exemples pour vous illustrer quelque chose que je vais un tout petit peu redétailler maintenant, sous une forme totalement différente, quels sont les facteurs de risque de développement des maladies. C'est-à-dire que comment les maladies, finalement, se développent. Quels sont les points communs à tout ce qu'on a vu là. Alors, la première des choses qu'il faut se dire, c'est que... Alors, c'est passé un peu vite là. La première chose qu'il faut se dire, c'est que l'agent pathogène n'est pas tout. Il faut un environnement, il faut un hôte, il faut tout ça, pour que, dans un contexte particulier, ces 3 éléments, il suffit d'une évolution de l'un d'entre eux, ou de 2 d'entre eux, pour provoquer une situation possible d'émergence. Alors je vais essayer de détailler un certain nombre de facteurs. Le premier, enfin, il y a 3 grands types de facteurs. Et puis je vais vous les détailler avec 2-3 exemples rapides. Je vous rassure, je ne vais pas détailler chaque exemple. Mais voilà, le premier point, c'est des facteurs qui sont liés à l'agent pathogène. Les agents pathogènes, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais y revenir, ils peuvent évoluer. Et soit les agents pathogènes évoluent, soit l'immunité qu'on a vis-à-vis de ces agents pathogènes, c'est-à-dire la protection naturelle qu'on a, évolue. Et ça, ce sont des points importants. Le deuxième point, c'est l'activité humaine. Vous voyez, il y en a toute une kyrielle sur l'activité humaine. C'est quand même nous qui sommes responsables de tout ça. Il faut quand même en prendre conscience. C'est le plus gros élément. J'ai mis le réchauffement climatique en 3e, non pas qu'on ne soit pas responsable du réchauffement climatique, mais voilà, vous ne pouvez pas tout mettre dans l'activité humaine. Donc j'ai mis le réchauffement climatique dans un point particulier. On va voir ces 3 points-là avec 1 ou 2 exemples à chaque fois. Le premier point, c'est l'agent pathogène et l'immunité. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est un virus. C'est un virus à ARN. C'est un virus d'influenza aviaire. Ça vous dit peut-être quelque chose de la grippe aviaire. Vous en avez entendu parler, parce qu'on en a pas mal parlé. On a tous failli mourir plusieurs fois à cause de ça, mais on n'est pas mort, mais aussi c'est une bonne nouvelle. Ce que vous voyez là, donc, c'est ce virus. Au-dessus, oubliez ce qui est au-dessus, peu importe, hein, c'est ces protéines qui vous permettent de s'attacher puis de rentrer dans les cellules. Ce qu'il y a dedans, c'est ça qui est important, c'est des petits morceaux d'ARN, en l'occurrence. Alors, il y en a, combien il y en a? Il y en a 8, voilà. Et ces petits morceaux-là, ils peuvent, quand ils se remultiplient, ils peuvent d'une part faire des erreurs, je l'ai dit tout à l'heure, et d'autre part, quand ils sont plusieurs virus dans une cellule, ils peuvent être plusieurs virus de pas la même grippe, d'une autre grippe, d'une grippe différente. Et ils peuvent échanger des petits morceaux entre eux. Et alors ça fait souvent des morts, mais ça peut faire aussi de nouveaux virus pathogènes pour l'homme. Ces virus grippaux, c'est une famille. On parle de virus grippaux. Vous savez, vous avez entendu parler récemment du fait qu'il fallait se vacciner contre la grippe. Alors je le dis pour les rares plus de 65 ans qui sont dans la salle. N'hésitez pas à le faire. Voilà. On se vaccine une fois pour la grippe chaque année. Et chaque année, ce n'est pas forcément exactement la même chose qu'il y a dans le vaccin. Parce qu'il y a plusieurs types de grippe. Voilà. Et ça vient de la grippe humaine dont je parle. Mais il se trouve que les oiseaux, ils sont réservoirs de toutes ces grippes. Et ils font évoluer les agents pathogènes. Et de temps en temps, certains de ces agents pathogènes
arrivent chez l'homme et sont de nouveaux pathogènes chez l'homme et peuvent créer des grippes. Donc vous savez qu'elles peuvent être assez facilement mortelles. L'an dernier, je crois que j'ai entendu à la radio qu'il y avait eu pas loin de 11 000, 10 000 morts de grippe. Enfin, il y a eu la mortalité grippe l'an dernier. Donc ça dépend des années. Il y a des années, d'habitude, bon an, mal an, il y a 2 000 3 000 morts de grippe chaque année. Donc si vous vaccinez, ça diminue vos chances de mortalité. Voilà, donc il y a des possibilités, ce qu'on appelle de glissement antigénique et de réascension. C'est un point fondamental, c'est ça qui explique énormément de choses en matière d'infectiologie. Ce n'est pas la seule raison, mais ça explique des choses. Voilà, notamment pour ces virus à ARN dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième point, c'est la sélection de populations résistantes. Ça, c'est un deuxième aspect qui touche plutôt les bactéries ou les parasites, qui fait qu'à force d'utiliser des anti-infectieux, on sélectionne des populations, on tue les autres, et donc on sélectionne des populations qui sont résistantes à cet antibiotique. Hein, si vous utilisez un antibiotique trop fréquemment, ben, sur une population, par exemple, d'Escherichia coli, enfin d'une bactérie, là, vous allez tuer tous ceux qui sont sensibles, mais ceux qui sont résistants, eux, ben, du coup, ça leur donne de la place pour se développer. Et donc c'est ce qu'on appelle la sélection de résistance aux antibiotiques. Je crois que vous en avez tous entendu parler de la résistance aux antibiotiques. Ça détermine aussi un élément d'évolution important des pathologies infectieuses. Voilà. Tous ces éléments-là peuvent conduire à des risques de franchissement de barrières d'espèces, notamment les mutations du virus, qui peuvent à un moment donné, ben, l'homme il est résistant, puis à un moment donné, ben, il devient réceptif à l'agent pathogène, parce qu'il y a eu un petit truc qui a changé dans le virus, et qui du coup, il a trouvé un moyen de s'accrocher sur les cellules humaines. Donc voilà. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est l'immunité naturelle des hommes. Alors, dans les pays développés, en particulièrement, on a beaucoup éradiqué, on a fait deux choses. D'une part, on a permis aux gens de vivre plus longtemps. C'est une grande chose, je pense. Après, ceux qui vivent très très longtemps ne sont pas toujours dans un très bon état sur le plan immunitaire. Et puis, on soigne de plus en plus des maladies chroniques lourdes, etc. Toutes ces personnes sont des personnes qui sont fragiles au plan d'immunité. Et cette fragilité au plan d'immunité, des agents qui n'étaient pas pathogènes avant en profitent pour devenir pathogènes chez ces gens-là. Et donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est l'éradication de certaines maladies dans certains pays. Alors on s'est dit, on va tout éradiquer de partout, sauf que, bien évidemment, si on éradique une maladie dans un pays, et que les gens ils restent dans leur pays, tout va bien, mais si la maladie est éradiquée, il n'y a plus d'immunité. Quand vous éradiquez une maladie, les gens ils sont plus protégés non plus. Parce que quand une maladie arrive en dehors de l'Ebola, une maladie très méchante, dont j'ai parlé, dans la plupart des cas, les gens ils réagissent, ils ont une immunité qui fait qu'ils se défendent contre la maladie et ils se défendent durablement contre cette maladie. S'il n'y a plus du tout la maladie qui est présente, ben, il n'y a plus d'immunité non plus. Et donc les gens, s'ils restent chez eux, tout va bien, s'ils vont se balader, ben, ils sont beaucoup plus enclins à redévelopper des maladies qui avaient disparu, bien évidemment. C'est pareil pour les animaux, et pour les animaux on a été encore plus loin, on a fait vraiment d'énormes populations naïves de tas de maladies. Vous avez peut-être entendu parler d'une maladie qui sévit actuellement qui s'appelle la peste porcine africaine. Alors on n'a pas eu forcément beaucoup de peste porcine africaine dans le passé, mais on a eu la peste porcine classique qui est assez proche. On a éradiqué tout ça, ça nous a coûté beaucoup de sous, beaucoup d'énergie, beaucoup de machin, et maintenant on a des populations totalement naïves. Voilà, donc quand ça revient, c'est une sorte de catastrophe. Le deuxième point, c'est la sélection des animaux. On a beaucoup sélectionné sur des critères de rentabilité et assez peu sur des critères de résistance aux maladies. Et ça, c'est un vrai problème aussi, parce qu'évidemment, la fièvre afteuse, qui est une maladie extrêmement redoutée des vétérinaires, cette maladie en Afrique, dans le fond, elle ne fait pas grand-chose. Hein. Sauf que quand vous avez des vaches qui font 11 000 litres de lait dans une lactation, du jour au lendemain, elles en font plus, ça crée un problème économique majeur. Quand vous avez des vaches qui ont une lactation beaucoup plus raisonnable, qui servent en grande partie à nourrir le veau, et puis un petit peu, etc., s'il y a quelques vaches qui sont un peu malades, il n'y en a que quelques-unes parce qu'eux ils connaissent, ils ont déjà vu passer la fièvre afteuse, et bien dans le fond, ça passe pratiquement comme une lettre à la poste. C'est la même maladie, c'est le même virus. Sauf que nous, on est complètement arc-boutés, parce que si ça arrive chez nous, c'est une vraie catastrophe. Voilà ce que je voulais vous dire sur le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'activité humaine. Je vais m'y attarder un tout petit peu plus, parce que je vais vous parler de tout ça, de la mondialisation des échanges. Rapidement, 2-3 diapos pour illustrer à chaque fois. Des conflits, de l'augmentation des densités humaines et animales, des progrès technologiques, de l'engouement pour la nature, et puis de l'engouement pour les animaux de compagnie, et notamment des NAC, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. Voilà, alors on commence tout de suite par la mondialisation des échanges. Il ne vous échappera pas qu'on circule beaucoup sur la planète.
Le vrai problème qui se pose de cette circulation, c'est pas tant le nombre de gens qui circulent que la rapidité du déplacement. Avant, on se déplaçait en bateau. Et il y avait un petit pavillon qui indiquait qu'il y avait de la peste à bord. Et quand on voyait ça, les gens avaient le bel pavillon et on leur disait, vous n'entrez pas dans le port. Voire il y avait des gens qui allaient voir sur le bateau s'il n'y avait pas de peste et tout. Dans les avions, on voit bien des gens qui essayent, quand il y a un Boeing 747 qui arrive d'Asie et qu'on est en période de SRAS ou autre, qu'on a une espèce de truc pour vous poser sur le front pour voir si vous avez de la température. Enfin, c'est gentil, mais c'est... Voilà, vous voyez, enfin, ils n'arrivent pas à faire tout le monde, ça va trop vite, il y a trop de monde, etc. C'est considérable les flux, hein, c'est absolument considérable. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on échange des gens, mais on échange des animaux aussi. Ça, c'est juste les flux de volailles 2003, ça date, hein, mais je n'en ai pas trouvé de plus récent. Les flux de volailles dans le monde en 2003. Outre le fait que ça coûte un peu de CO2, ça transporte beaucoup de choses, tout ça, hein, bien sûr, et dont des agents pathogènes. Et puis alors celui-là, je l'aime bien, il n'y a pas de chiffres, mais c'est juste la représentation des échanges aériens mondiaux. Vous voyez? Donc chaque petit trait est un... Voilà. Donc ça circule beaucoup, bien évidemment. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas trop limiter les déplacements de personnes, c'est un peu compliqué. On peut essayer de limiter les déplacements d'animaux, les animaux domestiques. Nous, tous les ans en France, on a un cadrage de rage, la rage, c'est celle qui tue quand même bien, parce qu'il y a quelqu'un qui a importé dans son sac un petit chat ou un petit chien en provenance du Maroc. Bah, c'est sympa, il est mignon, il est tout ce qu'on veut, mais il a la rage, c'est embêtant. Donc on a du mal à lutter contre ça, hein. On a vraiment du mal, il faut informer les gens et c'est compliqué. Il y a tout ce qui est... par le commerce, on arrive à peu près à le contrôler. Encore faut-il être sûr que la maladie n'existe pas dans le pays. On a toujours un peu de mal à le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une période où on ne le sait pas. Et pendant cette période-là, on peut importer. C'est comme ça que nous, on a importé, par exemple, la fièvre afteuse de Grande-Bretagne en 2001. On avait importé plein d'agneaux et de moutons pour l'Aïd el-Kébir, parce qu'on importe des moutons à ce moment-là. Et c'était pas de chance. Ils avaient la fièvre afteuse. On a découvert qu'ils avaient la fièvre afteuse après l'importation. Pas de chance. Bon, voilà. Et puis les sauvages, c'est plus difficile à contrôler, hein. Voilà. Ça, vous voyez, c'est aussi du illicite, mais ça nous fait très peur tout ça, hein, parce que les gens ils se rendent pas compte que quand ils introduisent un petit ruminant dans le coffre de leur voiture pour l'Aïd par exemple, ben, s'ils terminent tout de suite dans la baignoire, le mouton c'est pas très grave. S'il passe par un élevage, ça peut être extrêmement lourd de conséquences, parce qu'il y a quand même beaucoup de maladies proches de chez nous qu'on redoute absolument. Et puis les produits d'animaux, j'en parle même pas. Il suffit d'aller à Rungis ou à Orly, pas à Rungis, à Roissy, pour voir ce qu'ils trouvent, quoi. Ils trouvent de la viande de brousse, ils trouvent tout dans les bagages. Quand ils regardent, et comment voulez-vous regarder avec des millions et des millions de passagers. Le deuxième point, c'est les conflits. Les conflits, je ne vais pas en parler longtemps non plus, parce que c'est suffisamment dramatique pour qu'on ne parle pas trop des maladies. Dans ces conflits, il y a suffisamment de mortalité humaine mais pour autant, ça fait vraiment le lit d'un certain nombre de maladies infectieuses, notamment zoonotiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des déplacements massifs de personnes, il y a des déplacements massifs d'animaux, il y a un écroulement total des conditions d'hygiène, il y a la disparition de tous les contrôles de santé pour entrer, pour sortir et tout. Et donc, évidemment, il y a des maladies humaines qui se développent, c'est qu'il y a souvent du choléra dans les camps de réfugiés, etc. Mais il y a aussi énormément de maladies animales qui se développent, qui sont ou non zoonotiques. Le point suivant, c'est l'augmentation des densités de population humaine et animale. Je n'ai pas forcément de solution pour ça, je viens de dire. Mais ça augmente, la planète se peuple de plus en plus, et dans certains pays, ça augmente la promiscuité de manière extraordinaire. Et quand on augmente la promiscuité, on augmente le risque de transmission. Alors, de transmission à l'homme, entre hommes, et on augmente également pardon, ça a été un peu vite aussi. Ça augmente la promiscuité également avec les animaux. Pourquoi? Parce que quand on a des millions de personnes, voire des milliards à nourrir en Asie du Sud-Est, on a forcément derrière des milliards d'animaux pour nourrir ces milliards de personnes. Et on les élève pas toujours dans les conditions comment dire, d'espace et de bien-être parfaitement satisfaisantes, loin s'en faut. Et quand on les élève dans des conditions d'espace et de bien-être satisfaisantes, très souvent ils sont en contact avec la faune sauvage. Donc voilà, on oscille entre différents problèmes. Et il ne vous échappera pas que c'est en Asie du Sud-Est que naissent un grand nombre de nouvelles maladies infectieuses à cause de cette promiscuité importante. Voilà, ça c'était juste pour l'amusement du transport de volailles en Asie. Le point suivant, qui n'est pas tout à fait le dernier, mais pas loin, c'est le progrès technologique.
Le progrès technologique, j'en ai parlé à travers l'ESB, mais je pourrais en parler à travers de toute une série de maladies qui ont été sélectionnées par ce progrès. Alors, l'ESB, je vous l'ai dit tout à l'heure, on modifie les conditions de fabrication, on donne d'abord, premier truc, on donne des viandes, des farines de viande douce, premier point. Deuxième point, on les fabrique d'une certaine manière et on les modifie après, on modifie les conditions de fabrication. Et donc un prion qui jusque-là était inconnu au bataillon ou tellement rare que personne ne l'identifiait, devient un problème de santé animale, puis un problème de santé publique majeur. Je pourrais vous parler des listeria et des frigidaires. La chaîne du froid, c'est super, la chaîne du froid, on aimerait bien que dans certains pays d'Afrique, il y en a un peu plus de chaînes du froid. Et bien quand on a beaucoup de chaînes du froid, on sélectionne des listeria, parce que les listeria, elles poussent à 4 degrés, alors que les autres germes ne poussent pas de 4 degrés. Et les germes entre eux, quand ils sont nombreux, ils se font un peu de la concurrence, ils poussent moins. Mais quand ils sont tout seuls, ils se développent, ils sont contents. Donc, compliqué le progrès technologique. Compliqué, et puis compliqué à prévoir, etc. À gauche, c'est l'USB, à droite, c'est pour juste. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur le progrès technologique, mais il y aura des choses à dire. 2 mots encore sur ces activités humaines. D'une part, l'engouement pour la nature. Il ne vous échappera pas que sous la pression du welfarisme, ce qu'on appelle la bientraitance, enfin ce que moi j'appelle la bientraitance animale et ce que d'autres appellent le bien-être animal, il y a eu un redéveloppement important au cours de ces dernières années, dans nos pays développés, de l'élevage plein air. L'élevage plein air, plus sain, plus près, etc., je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, c'est comme c'était quand on était petit, il y avait des choses en plein air. Oui, bien sûr, évidemment, c'est très bien, mais du coup, des maladies qui avaient disparu parce qu'on avait mis les animaux en bâtiment réapparaissent. Alors, en particulier, on peut citer la trichine, l'élose, on peut citer toute une série de maladies qu'on a fait disparaître, voire qu'on a fait disparaître des élevages, mais qui existent toujours dans la faune sauvage, et les contacts avec cette faune sauvage sont préoccupants. Alors, je ne vais pas citer beaucoup d'exemples, je vais en citer 2. Vous voyez ici, pas très bien sur ce transparent, mais pourtant c'est un transparent pris. Vous voyez ici un sanglier là, qui s'enfuit. Il a été dire bonjour à une truie en chaleur, et puis plus si affinité. Et forcément, il a des maladies qu'on a éradiquées. Il a une maladie qui s'appelle la maladie de Logeski qu'on a éradiquée. Il a une maladie qui s'appelle la brucellose, la brucella suisse 2, qui est embêtante aussi, qui fait bien avorter les fruits. Peut-être demain, il aura la peste porcine africaine, etc. Bon, voilà. Donc, possibilité de retransmission à des animaux domestiques. Et puis pour certaines de ces maladies, la tuberculose, la brucellose, ce sont des zoonoses aussi, donc possibilité de retransmission. Le deuxième transparent, enfin la deuxième photo là-bas, c'est des canards. C'est des canards plein air, super, sauf que vous avez forcément entendu parler au cours de ces 2 dernières années d'une épizootie majeure dans le sud-ouest sur les canards agavés venant à l'origine des oiseaux migrateurs, des oiseaux migrateurs qui se déplacent beaucoup, comme leur nom l'indique. Alors là, pour les empêcher de migrer, c'est vraiment pas possible, c'est d'ailleurs une bonne chose dans le fond. Donc ces oiseaux migrateurs se déplacent, ils déplacent des virus avec eux. Je ne vais pas vous faire tout le cycle des virus, mais c'est assez intéressant de voir qu'ils vont faire des symposiums tous ensemble au nord pendant la reproduction, puis après ils rediffusent avec leurs virus, et ils s'arrêtent sur des points d'eau, ils s'arrêtent sur des endroits où on nourrit des animaux en plein air, et là ils échangent des propos, mais aussi des virus. Voilà. Et puis le troisième, c'est une autre maladie, c'est une maladie vraiment qu'il y a dans la faune sauvage, ça s'appelle la maladie de Lyme, dont vous avez forcément aussi entendu parler. Et alors c'est pas un animal directement qui le transmet, mais il y a un au milieu entre les animaux et l'homme, une petite tique, toute petite, qui transmet cette maladie de manière assez importante en France. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Le rôle de la faune sauvage va être en émergence dans les pays développés parce qu'on a éradiqué beaucoup de choses dans le compartiment domestique et que demain, on va retrouver ces pathogènes dans la faune sauvage. Ce que je vous montre là, c'est juste un exemple, c'est les bouquetins qui sont dans le massif du Bargy, dans les Alpes. On a éradiqué la brucellose, qui est une maladie transmissible à l'homme assez grave chez les ruminants de ces régions. Et là, on a eu un cas chez l'homme il y a quelques années, qui venait d'un bovin, qui venait de ces bouquetins qui, eux, en ont plein de la brucellose. Alors on essaie d'éradiquer ça chez eux, c'est très compliqué. Voilà, on n'y arrive pas bien. Voilà, on pourrait citer la tuberculose bovine, avec un petit animal qui a l'air sympathique comme ça, qui s'appelle le blaireau, qui est réservoir en Grande-Bretagne de tuberculose bovine, qui en France commence à prendre des allures de presque réservoir, avec un autre petit camarade qui s'appelle le sanglier. Vous allez dire que j'aime pas les sangliers, hein, je montre beaucoup, mais ils sont porteurs de beaucoup de choses et ils sont très nombreux chez les sangliers.
Voilà, je ne vais pas citer tous ces exemples-là, mais on a du souci à se faire. Dernier petit transparent là-dessus, ça c'est la migration naturelle des oiseaux du ciel, de certains oiseaux, je ne sais même plus lesquels. Donc vous voyez que eux, ils circulent partout dans le monde, aussi bien que nos avions, et ils circulent avec des virus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le dernier point de l'activité humaine, c'est l'engouement récent pour les animaux de compagnie dans les pays développés, avec une intensification des relations avec les animaux de compagnie. Alors les gens habituellement quand ils voient cette photo, ils disent « Ah, c'est super mignon ». Et moi, en tant que vétérinaire, je dis d'abord c'est dégoûtant, et puis c'est dégoûtant parce que le chien, qu'est-ce qu'il a léché avant. Ensuite, accessoirement, c'est assez dangereux aussi. Il y a 55 000 morsures par an, donc on est un petit peu attentif. Voilà, il a l'air très sympa ce chien, mais il est en train d'infecter complètement ce pauvre Yann. Le deuxième truc, c'est le développement des fameux nouveaux animaux de compagnie, les NAC. C'est-à-dire que les gens, non contents de posséder des chiens, des chats et des tas d'autres choses, ils possèdent justement des tas d'autres choses. Alors là-dedans, il y a des tas de trucs, il y a des tas de NAC interdits d'ailleurs qui continuent à circuler. François Moutou pourrait vous en parler peut-être lors d'une autre conférence. En tout cas, on sait que ça transmet un certain nombre de choses, ces NAC, qui sont introduits de pays, qui ont des maladies qu'on a éradiquées chez nous. Alors, c'est pas qu'on a éradiqué les salmonelles, mais les reptiles ont des salmonelles et ça donne la diarrhée, les salmonelles. Et puis la peste humaine, par exemple, les chiens de prairie sont réservoirs de peste, c'est un petit peu embêtant aussi. Voilà. Le dernier point de ce topo sur les causes, c'est le réchauffement climatique. J'irai assez vite. Vous allez comprendre assez vite cette histoire de réchauffement climatique. Le fait que ça se réchauffe, ça provoque des tas de choses, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails, la fonte des glaces, etc. Je crois que vous avez tous entendu parler de ça. Ça provoque aussi ce réchauffement des modifications de répartition d'animaux qui sont considérés comme des réservoirs de maladies et d'animaux qui sont considérés comme des transmetteurs de ces maladies, ce qu'on appelle des vecteurs. Alors, sur les réservoirs, il y a par exemple, on prend un exemple, il y a des modifications importantes de populations de petits rongeurs qui évoluent, qui se développent et qui portent avec eux des tiques. Et je vous ai dit que les tiques, ça pouvait transmettre des choses. Et ça transmet des choses, les tiques aussi. Il y a une évolution également, et ça c'est lié aussi au climat, c'est lié, quand on a des hivers froids, on a une destruction importante de ces petits animaux-là, et une espèce de régulation un peu naturelle. Quand on a des hivers moins froids, ça régule moins, voilà, il y a des pullulations, et il y a des déplacements, il y a une augmentation du nombre de tiques. Un autre exemple qui est absolument encore plus marquant, c'est les vecteurs, ce qu'on appelle des arthropodes, voilà, des arthropodes, donc des insectes en fait, pour résumer, qui piquent et qui multiplient l'agent pathogène. Je vous en ai parlé à propos de la maladie de West Nile tout à l'heure. Et ces vecteurs, en fait, il y en a plein. Vous savez que les moustiques, on dit ah c'est encore un moustique, ça fait les moustiques, il y en a énormément de différents. Et certains agents pathogènes sont inféodés à certains moustiques. Et donc jusqu'ici, nous, on était en France à peu près tranquille, on n'a pas de palu. On a des moustiques, hein, vous êtes piqués, moi aussi, hein, l'été, mais il n'y a pas de palu, il n'y avait pas de West Nile, pas de chikungunya, pas de dengue, enfin tous ces trucs qu'on trouve dans les pays du Sud. Et quand on est dans les pays du Sud, on achète des répellants, des machins, des moustiquaires et tout ça. Il y a plus de moustiques dans ces pays-là, c'est vrai, mais ils ont aussi des agents pathogènes. Parce qu'il y a des moustiques qui transmettent ces agents pathogènes. Et finalement, ce qu'on constate avec le réchauffement climatique, c'est une évolution de la répartition géographique de ces vecteurs, avec deux choses. D'une part, ils se développent, ils vont dans des régions où ils n'allaient pas, pour certains d'entre eux. Et deuxièmement, comme il fait chaud, ils se multiplient plus rapidement. Donc il y en a plus. D'ailleurs, ça vous échappe pas, c'est plus en plus. Voilà. Et puis enfin, il y a une adaptation de nouveaux vecteurs. Alors, je vais vous citer juste un exemple là-dessus. C'est le fameux moustique tigre. Vous avez tous entendu parler parce qu'on nous rabat les oreilles avec ça. Regardez-le, il est quand même très très beau. Moi, je l'aurais appelé moustique zèbre, mais il s'appelle tigre, c'est son nom. En tout cas, il est très joli, ce moustique, mais il peut transmettre plein de choses. Il peut transmettre la dengue, le West Nile dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, le chikungunya, dont vous avez entendu parler, parce que c'était une maladie majeure à La Réunion il y a quelques années, et qui est maintenant dans d'autres DOM, TROM, pardon, voilà. Il a été découvert pour la première fois en France en 1999, ce moustique tigre. Et maintenant, il est ce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire qu'il habite chez nous, et non seulement il habite chez nous dans le sud, mais il remonte vers le nord. Et ça, c'est en lien direct avec le réchauffement climatique. Voilà. D'ailleurs, on a eu des épisodes autochtones, ce qu'on appelle autochtones, c'est-à-dire sur des gens chez nous, ce n'est pas des gens qui se sont fait contaminer à l'étranger, qui sont venus faire leur maladie en France. On a eu des épisodes autochtones de chikungunya et de dengue dans le sud de la France
encore cette année, et encore l'an dernier. Cette année, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres. Voilà, en fait, c'est une origine souvent multifactorielle de tous ces facteurs dont je vous ai parlé. C'est une combinaison de certains d'entre eux qui permet l'émergence d'un pathogène à un moment donné. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même qu'on est responsable de beaucoup de choses. Il y a une importance grande des facteurs humains dans tout ça. Voilà, bon, encore quelques photos qui l'illustrent. On se déplace énormément, sans beaucoup de précautions. On a des relations avec les animaux de compagnie, ou même pas de compagnie, qui ne sont pas formidables toujours. Dans le déplacement d'un certain nombre d'agents pathogènes, il y a des pneus, vous voyez ici, il y a des vieux pneus qui ont été vendus d'un continent à l'autre, qui transportaient un petit peu d'eau dedans avec des larves de moustiques qui ont permis le développement de certains agents pathogènes, certains moustiques, vecteurs de certaines maladies dans certains pays. Alors, au bilan, il s'agit bien de questions de santé publique planétaire. Vous avez bien compris le lien entre les pays du Sud et les pays du Nord. On est bien dans ce cadre-là. Avec un lien très fort entre les pays du Sud et les pays du Nord. Notre santé dépend aussi de ce qui se passe dans les pays du Sud, très clairement. On a de plus en plus de risques émergents qui ont un fort potentiel de développement. Et donc ça doit nous inquiéter, et tout ça doit nous conduire à des systèmes de surveillance et d'intervention, non pas localo-local, mais plutôt mondiaux, au plan mondial. C'est-à-dire que la santé des pays du Sud nous concerne très directement, même si on n'a qu'une approche égocentrique des choses. On dépend de la santé d'autres pays. Alors après, je me suis lancée dans des ébauches de solutions dont on pourra absolument discuter, et c'est pour ouvrir le débat, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses, je ne vais pas vous dire, sur la surpopulation, il faut qu'on réduise la population par deux, je ne vais pas vous dire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour lutter avec nos moyens contre ces maladies ? La première des choses, c'est de mon point de vue, là c'est moi qui mouille, avant je vous ai présenté des trucs scientifiques, là je vous présente les idées de Barbara Dufour, personnellement. Donc elles sont totalement discutables, bien évidemment. On devrait d'abord, de mon point de vue, éduquer, former, développer, notamment dans les pays du Sud, qui sont plus exposés, qui sont moins formés, et qui pourraient conduire à une modification de certaines pratiques à haut risque. L'exemple, c'est l'Ebola. Est-ce qu'il faut que les gens continuent à manger des viandes de brousse avec ces risques-là? Ça se discute. Franchement, ça se discute. Le deuxième point, c'est le développement, toujours dans les pays du Sud, de services de soins de proximité, avec une éducation à l'hygiène et à la protection. Il est clair que si des phénomènes, je vous parle de l'Ebola parce que c'est vraiment un truc emblématique, mais si des problèmes d'Ebola sont pris tout de suite avec des gens qui savent ce qu'il faut faire et tout, mais ça ne devient pas une catastrophe, ni pour le pays, ni pour le reste du monde. Ça devient un problème local qu'on peut traiter, etc. Donc ça, c'est un deuxième problème qui est absolument nécessaire pour un certain nombre de maladies. Le point suivant concerne le renforcement de la surveillance épidémiologique et de la veille internationale. On a absolument besoin de savoir ce qui se passe dans le monde en temps réel, parce que c'est ce qui va se passer chez nous. Donc il faut détecter précocement pour agir vite. Il faut renforcer la surveillance de terrain, parce que quand on est dans un bureau et qu'on a un ordinateur, si on ne met pas des données dedans, ça ne marche pas. Enfin, si, on peut faire des jeux sur son ordinateur, d'autres choses, mais on ne peut pas faire la surveillance épidémiologique, ça c'est sûr. Et pour avoir des données de terrain, il faut des gens qui sont sur le terrain. Alors là, je place astucieusement AVSF avec ses AXA, vous remarquerez, une manière d'introduire les choses, élégant, merci. Alors les AXA, c'est les auxiliaires communautaires de santé animale. Ce sont des éleveurs qui sont formés par AVSF, notamment, pas exclusivement maintenant, mais notamment par eux, pour pouvoir être les premiers infirmiers des éleveurs. Eux-mêmes sont éleveurs, mais ils ont aussi un travail d'infirmier auprès de leurs petits camarades. Et ils sont censés voir ce qui se passe et, si possible, le faire remonter aussi. Ils ont également un rôle d'épidémio-surveillant, ces AXA. Le deuxième point, c'est chez nous, il faut qu'on développe la veille internationale dans les pays développés. C'est-à-dire que nous, il faut, alors là c'est chez nous, il faut qu'on sache aussi ce qui se passe ailleurs pour à un moment donné pouvoir apporter de l'aide, pouvoir nous protéger, c'est vraiment très important. Agir vite pour éviter l'extension. Je vais vous donner juste un exemple que vous allez comprendre, qui ne porte pas sur une zoonose, mais qui est tellement actuel que je ne peux pas ne pas en parler. Il y avait de la peste porcine africaine dans l'est de l'Europe, à 1000 km. Tout le monde était tranquille, on disait c'est encore loin, bon c'est vrai ça progresse de 2-3 km par mois, donc quand même ça va finir par nous arriver dessus, mais bon. Et puis là, il y a eu un saut de puce, un gros saut de puce, c'est arrivé en Belgique, et au sud de la Belgique. Et au sud de la Belgique, c'est pas très loin du nord de la France, vous voyez. Et donc tout le monde,
quand même serre un peu les fesses sur cette affaire, et on l'a su, et donc on peut essayer de prendre quelques mesures. Je ne sais pas si ça va être efficace, ce qui va être pris comme mesure, mais il y a des mesures qui vont tenter d'être prises, comme sur la faune sauvage, hein, comme contraindre les sangliers à ne pas descendre chez nous par une espèce de grande barrière, etc. Enfin, il y a des choses qui essayent d'être faites. En tout cas, c'est important de le savoir. Le troisième point, c'est l'aide internationale. C'est-à-dire que, évidemment, quand on voit qu'il se passe quelque chose de grave dans un pays, il faut essayer d'aller aider ces pays en éducation, en formation, voire ponctuellement aussi. Et là, j'ai cité ADSF, mais on n'est absolument pas les seuls à intervenir là-dessus. Mais je crois que c'est important aussi, de manière très, très égocentrique, hein, pas uniquement de manière altruiste. C'est-à-dire que vraiment, ce qui se passe dans un pays nous concerne et nous intéresse. Voilà. J'en ai encore. Le point suivant qui vient à notre esprit aussi quand on voit les risques qui ont été pris dans certains développements, en particulier dans du développement un peu fort et un peu violent, tel qu'on a pu le faire après les années 70, hein, dans l'élevage notamment, c'est de se dire que finalement on aurait un élevage un peu plus raisonnable, plus respectueux et plus raisonnable. Peut-être qu'on pourrait éviter certaines choses. On pourrait éviter les farines de venédos, on pourrait éviter un certain nombre de choses et un certain nombre de risques. Donc là aussi, ça replace, je crois, un petit peu, pas tout seul, hein, BASF n'est pas seul à faire ce genre de choses, très très loin s'en faut, mais également une agroécologie plus raisonnable dans le domaine de l'élevage pourrait permettre de limiter le développement de nouveaux agents pathogènes et leur extension. Enfin, le dernier point, vous le connaissez aussi, je ne vais pas m'étendre dessus, je crois qu'on a tous intérêt à lutter un peu contre le réchauffement climatique. Ça devrait vraiment être quelque chose qui va nous impacter sur le plan des maladies aussi. On n'en parle peut-être pas tout à fait assez, mais j'ai dû en parler tout à l'heure. Et puis le dernier point, et ce sera ma conclusion, c'est que vous l'avez compris, j'espère, à travers cet exposé, c'est développer le concept d'une seule santé. Il faut qu'on collabore, médecins, vétérinaires, personnel de santé, agronomes aussi, je ne l'ai pas marqué sur ce transparent, parce que One Health, mais One Health, ça concerne aussi l'agronomie. Il faut qu'on collabore. Alors, un certain nombre de gens l'ont compris, pas tout le monde encore, et je crois que ça c'est vraiment important de promouvoir aussi cette collaboration, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera véritablement à lutter contre ces émergences de maladies graves. Voilà, en conclusion, le destin des maladies infectieuses est un peu entre nos mains quand même. Et j'ai pris cette phrase, évidemment, très illustre, que vous connaissez tous, voilà, qui est un grand scientifique, et qui a écrit ce livre, Charles Nicholl, je crois en 1850 et des poussières, et qui était vraiment... si on le relit maintenant, on se rend compte qu'il raconte à peu près tout ça, ou presque. Et ben voilà, moi j'ai fini, et maintenant je peux essayer de répondre à quelques questions dont si toutefois je peux.